Ouais les gars, la suite de la vidéo dans laquelle il disait que Charles Blé Goudé dit qu'il ne peut jamais manquer du respect au président Laurent Gbagbo. Donc les gars, sans plus d'ailleurs, laisse regarder la vidéo. La construction, ça prend du temps. Et puis, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je peux commettre des erreurs. Et celui qui m'interpelle n'est pas forcément mon ennemi. C'est le regard du voisin qui vous permet de savoir qu'il y a une tache sur votre chemise. Et les leaders qui foutent souvent ces bras comme ça, c'est qu'ils ne sont pas prêts à diriger. Et je ne suis pas du genre à dire non, mais ils sont partis, ça ne me dit rien du tout. Ce n'est pas juste de dire ça comme ça. Ce n'est pas juste de banaliser les ressentis des autres. Un leader, vous prenez tout cela en compte. Vous voyez ce qui est fondé, ce qui ne l'est pas. Vous corrigez ce qu'il y a à corriger. Vous améliorez ce qu'il y a à améliorer. Donc, c'est dans cette posture que je suis. Je suis dans une construction de celui qui est en train de construire. Voilà ce que je veux dire. Maintenant, ceux qui espèrent qu'il y ait une crise, ils peuvent attendre longtemps. Il n'y a pas de crise. Justement, le docteur Patrice Saraka, si je peux permettre l'expression, c'était votre secrétaire général, le secrétaire général du COJER, puisqu'il a demandé à nous prêter le secrétaire général. Mais au-delà de ça, c'est un ami personnel, c'est votre médecin. Je ne sais plus si ce sera le cas, c'est votre médecin personnel, familial. Pourquoi pensez-vous qu'il sera plus mon médecin? Bon, justement. Parce qu'il a changé de poste. C'est quoi au niveau... Ah, il n'y a pas de rupture personnelle. Mais ça, c'est même pas possible. Vous parlez de mon frère. C'est pas possible ce que vous êtes en train de dire. Non, non, non. Il ne faut pas dramatiser les choses. Voilà. Et ça, je pense que ce sont des choses qui doivent se gérer soit dans le cadre du COJER pour ce qui est politique, soit dans le cadre amical pour ce qui relève de l'amitié. C'est comme ça que moi je vois les choses. Moi je ne suis pas du tout, je suis pas du genre à m'alarmer comme ça. J'ai traversé tellement de situations difficiles. Tout à l'heure, ça en fait cas d'une crise au sein de la FECI. Dans la fin de la jeunesse la plus agitée, c'était difficile. Mais j'ai réussi à maîtriser ce bateau. Et ça, c'est une lettre de démission d'un président, un secrétaire général, qui ne demande même pas à vous quitter, qui vous dit non, mettez-moi à un autre poste. Okay, maintenant, ça peut poser un problème. On pourrait potentiellement avoir peut-être les raisons, parce que quelque part aussi, là, quand vous donnez les raisons comme ça permet au grand public, ça permet au grand public de pouvoir aussi taire toutes ces, je veux dire, toutes ces rumeurs-là. Parce que d'autres parlent comment on appelle ça, de divergence de point de vue. Le docteur Saraka aujourd'hui demande, ça dit une prise de position, je dirais assez... C'est ce qu'il vous a dit? Assez... Non, c'est ce qu'il vous a dit. Vous l'avez reçu sur ce plateau. C'est ce qu'il vous a dit. Vous êtes dans l'affirmatif. Est-ce que c'est ce qu'il vous a dit? Non, je dis d'autres disent. Ah, d'autres disent. Maintenant, okay, comme ce sont ces autres personnes-là qui doivent vous élire, si jamais aujourd'hui vous voulez arriver au pouvoir, c'est eux qui vont vous voter, c'est pas le docteur Saraka. C'est pour cela que je dis d'autres disent. Donc c'est important de tenir compte de ce que les gens disent. Parce que ce sont ces gens-là qu'on doit convaincre. C'est important de tenir compte de ce que les gens disent parce que ce sont ces gens-là. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas compte de ce qu'ils disent. Voilà. Donc, ces personnes-là disent. C'est pour ça qu'il dit d'autres disent que cette divergence-là vient de. Cette division, ou cette démission-là, c'est faite par rapport à une divergence de point de vue. Le docteur Saraka demande à ce qu'il y ait une position. Dites au moins demanderait. Demanderait plutôt, merci. Merci pour le mot président. Donc il demanderait à ce qu'il y ait une prise de position assez dure pendant que le parti demande de toujours persister dans cette souplesse-là, dans cette passivité. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se dit. D'accord. Pour faire ce qui s'est passé au Congrès. Est-ce que c'est le cas? Ben, je vais vous répondre. D'abord, vous avez raison de dire que je dois tenir compte de l'opinion. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'opinion. Donc moi, je ne peux pas banaliser l'opinion. Sauf que l'opinion peut me demander à moi ce que l'opinion veut. Mais l'opinion ne peut pas prêter des idées à Dr Saraka. Parce que vous l'avez reçu sur ce plateau. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que c'est ce qu'il vous a dit? Si vous me dites oui, et voilà. Mais maintenant, vous dites c'est l'opinion. Donc ça, je peux tenir compte. Pour le moment, je n'ai pas affaire à l'opinion. Celui à qui j'ai affaire, c'est mon secrétaire général. C'est ce que je voulais vous dire. Mais, parlant des lignes, il n'y a pas une question de lignes au COJER. Nous sommes allés au Congrès en 2023. Et le Congrès a arrêté une ligne. Le Congrès a même produit une motion de soutien à la ligne de paix que j'ai adoptée depuis que je suis venu. Parce que quand je viens en Côte d'Ivoire, je trouve quoi en place? Je reviens, je trouve une population dont la majorité a perdu l'habitude du vote. Je trouve une autre population qui refuse même d'aller s'établir des pièces d'identité ou les cartes électorales. Donc,
plus à faire ça. Moi, en tant que démocrate, convaincu que c'est seulement par les urnes qu'on peut obtenir l'alternance, est-ce que je reste dans la trajectoire de parler dur comme vous le demandez, ou alors est-ce que je m'attaque au réel problème pour équilibrer les choses, convaincre les Ivoiriens de la nécessité de participer au vote, ensuite leur demander de ne pas forcément attendre qu'un homme politique vienne les sortir de leur drap pour leur établir des pièces d'identité ou des cartes électorales. C'est un vrai problème, ça. C'est un problème politique. Faire en sorte que les gens s'intéressent de nouveau au vote. Maintenant, s'interroger pourquoi ils ne s'intéressent plus au vote. Il y a plusieurs facteurs. Ils se disent, mais c'est déjà gagné d'avance, puisqu'on n'a pas confiance dans le système électoral. C'est ce que certains disent. D'autres disent, on n'a plus confiance dans la classe politique ivoirienne. Dans tous les cas, nos problèmes ne les intéressent pas. À Cocody, il y a près de 400 000 votants. Ceux qui votent ne sont même pas le 10e. Cocody, ce n'est pas pour insulter les autres, mais c'est un quartier qui est habité par des gens qui intellectuellement savent ce que c'est que le vote. Ils savent ce que c'est que le rendez-vous du vote. Pourquoi ils n'y vont pas? Moi, entre parler fort et parler dur, et faire une campagne citoyenne pour convaincre les gens pour s'intéresser au vote, pour qu'on obtienne l'alternance, j'ai choisi le second. Et mon parti m'a mis en mission pour cela. Pour que je change cette ligne, il faut un nouveau congrès ou à la limite une convention pour cela. Donc dites à l'opinion à qui je dis, non, il n'y a aucun problème de ligne politique au COJEP. Il faut qu'on passe aux actualités africaines et internationales. Oui, permettez juste que je puisse rebondir en prélude de l'actualité africaine, si vous permettez. C'est lié au COJEP. Hein. Oui, au COJEP, parce que moi j'avais une autre question aussi sur revenir rapidement. Allez-y. Oui. Surtout. Moi je plaide pour lui. J'avais compris on a vu que le docteur Saraka s'était présenté effectivement à Cocody. Et pendant ces élections-là, il y a eu les deux grands partis, PDCI, RHDP, et puis par la suite, il y avait le mouvement de Assalé Timoko, ADCI et Jean-François Kouassi, et ensuite docteur Saraka. On est indépendant. Vous, en tant que docteur Saraka, secrétaire général du parti, qui part à ces élections-là, un parti qui, je crois, depuis 2015 existe, voilà. Non, un parti qui est depuis 2015 implanté, et derrière, on a Jean-François Kouassi, lui qui vient d'arriver, on a Assalé Timoko qui vient d'arriver, et qui vous dame le pion à Cocody. Est-ce que cela n'a pas, quelque part, précipité, je veux dire, la chute, pas la chute, mais cela n'a pas plutôt impacté la décision du docteur? En se disant que la ligne qui est adoptée fait qu'aujourd'hui, il n'a pas la possibilité d'avoir un électorat, contrairement à Jean-François Kouassi et Assalé Timoko qui, eux, critiquent durement, sont passés devant lui. C'est pour ça que je demande, est-ce que cette posture-là n'a pas, ce qu'on Il n'a pas encore fait ce point. Le jour où il me fera ce point, le débriefing sur les leçons tirées de son élection qui n'a pas marché, lui et moi, on trouvera la voie qu'il faut pour que prochainement ça marche. Mais moi, je pense qu'il n'a pas eu tort d'avoir essayé. Est-ce qu'il ne faut pas changer de stratégie? Ça c'est le projet qui va le décider. Lui et moi, on va discuter. Les autres, parce qu'il ne s'agit pas de lui en tant que personne. Voilà, nous sommes tous dans un parti politique. On décide ensemble. Voilà, la preuve, quand lui, ça n'a pas marché, ce n'est pas lui qui était à la une des journaux qu'on insultait, c'est moi. C'est moi qu'on disait, voilà, c'est moi. Justement. Voilà, donc ça veut dire que quand on va discuter et on va voir qu'ensemble, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer. Moi, je n'ai pas peur d'améliorer les choses. Moi, je n'ai pas peur qu'on m'accuse. Et je ne prends pas les accusations toutes négativement. Voilà ce que je vais vous dire. Ensemble, vous voulez parler sur le projet. Allez-y. Alors, Monsieur le ministre, je vais évoquer d'accord le cas du COJEP et en même temps mettre le pied dans le plat par rapport au volet international que notre très cher M. Gbéhi abordera. Alors, le COJEP, moi je l'ai connu sur le congrès de la jeunesse panafricaine. Je pense que ça a été créé en 2003. En 2001. Juin 2001. Oui, 2001. Voilà, autant pour moi. Par la suite, le COJEP, c'est devenu congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Voilà, pour la justice. Alors, vous aviez dit quelque chose de très important. On a connu un Charles Blé Goudé. Entre 2002, la crise de 2002 jusqu'à 2010, quand on parlait dans les rues d'Abidjan de panafricanisme, c'était Charles Blé Goudé. À cette époque, les partis d'opposition avaient en horreur, avant l'AES, et tout ce qu'on a connu par la suite, avaient en horreur
le panafricanisme, parce qu'il y avait quelqu'un qui était Charles Blé Goudé sur le continent. Il y avait deux figures. Aujourd'hui, c'est le clan champion de ce panafricanisme qui portait en horreur. Oui, et à l'époque, il y avait deux figures. La figure, en fait, d'accord, dans l'Europe, c'était Kémy Séba, qui est aujourd'hui enfermé en Afrique du Sud. Et sur le continent, dans les rues d'Abidjan, quand on parlait de panafricanisme, c'était M. Charles Blé Goudé. Et on vous a vu, moi je me rappelle d'une rencontre où vous aviez même invité la jeunesse des pays de la sous-région à venir, en pleine crise en Côte d'Ivoire, à venir même, ils ont eu à rencontrer le président Laurent Gbagbo. Et sur les affiches, il y avait des figures. Il y a une figure emblématique, Thomas Isidore Sankara, qui était, d'accord, sur l'affiche COGEP, et il y avait des visages comme ça. Tout à l'heure, vous aviez dit quelque chose de très important. Vous, Charles Blé Goudé, vous luttez pour que les personnes prennent le pouvoir que par les élections. Si j'ai bonne mémoire, Thomas Sankara... C'est ce que je dis. Voilà, Thomas Sankara, qui, à l'époque, sur cette affiche du COGEP, était au pouvoir, n'a pas fait d'élection. Il a eu à faire un coup d'État contre Jean-Baptiste Ouedraogo. D'accord, on peut citer encore d'autres figures comme Muammar Kadhafi. Ces personnes-là, aujourd'hui, par les mêmes jeunes sur le continent, à travers le continent, même au-delà du continent africain, considèrent ces personnes-là, aujourd'hui, comme des héros, des gens qui ont lutté. Aujourd'hui, dans votre perception, vous, M. Charles Blé Goudé, comment voyez-vous ces figures? Est-ce que vous les avez mis au calendrier grec ou pour vous, ce sont toujours des personnalités qui inspirent le panafricain? Transition avec aussi les pays de l'AES. Exactement. Merci, Nissan. D'accord, merci. Alors, moi, je considère les idées de Sankara. Les idées qu'il défendait. Et aujourd'hui, c'est répondu. Que l'Afrique ne soit plus ce continent qui tend toujours la main, que l'Afrique ne soit plus ce continent qui reçoit toujours les déchets, sous toutes ses formes, et que l'Afrique se prenne elle-même en charge. Vous savez, en matière de leadership, il y a le leadership pragmatique. C'est ce que Sankara appliquait. Il allait sur le terrain. Il creusait même des puits avec ses mains, avec les populations. Voilà ce que moi j'ai vu. Vous comprenez? Et puis, il y a le leadership transformationnel. Ça, c'est encore de Sankara. Vous comprenez? Et puis, il y a le leadership directif. Ça, c'est Kadhafi. Ces figures-là, on ne peut pas dire qu'elles n'ont que du négatif en elles. Parce que quand on prend une personne, qu'est-ce qui est positif, qui peut servir? Mais moi, je n'ai jamais applaudi des coups d'État. Et je ne le ferai jamais. Parce que ça ne fait pas partie de mes principes. Mais ce n'est pas pour autant que je vais renier les idées d'une Afrique libérée, décomplexée, que Sankara a prôné jusqu'au mucol de l'ONU. Il a dit on n'a pas besoin de votre aide. On a juste besoin que vous nous laissiez nous-mêmes nous organiser, nous autodéterminer. Voilà les idées qui ont marqué notre jeunesse. Voilà ce que je veux dire et pour rejoindre à ce niveau. Pour rejoindre Carlyle sur l'AES, est-ce que vous, Charles Blé Goudé, vous pourrez rencontrer Ibrahim Traoré et puis de façon décomplexée dire que il y a certaines idées d'Ibrahim Traoré que vous appréciez, par exemple, en étant à Abidjan? Mais pourquoi pas? J'étais à Abidjan et lorsque en 2024, le COGEP par tradition est venu me présenter les vœux, j'ai fait une prise de parole. C'est l'ostratisme qui était fait à l'AES. Je dis ouvertement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on condamne le Burkina Faso, le Mali, le Niger, parce qu'ils sont sortis de la CEDEAO et ils auraient voulu que leurs intérêts soient gérés autrement que tel que la CEDEAO les gère en ce moment-là. Donc ils sortent de là. Pourquoi on devrait donc les isoler? Pour moi, on devrait discuter avec eux. D'accord. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui par la CEDEAO. Un émissaire a été trouvé. C'est en ce moment que j'avais pris l'exemple du Brexit. Donc, cette prise de parole, elle a été assumée. C'est une vidéo qui a été virale. Et je n'ai pas laissé tomber le panafricanisme. Dès que je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2023, je suis aujourd'hui le président de l'internationale panafricaine. Nous avons convoqué un sommet. Des ministres sont venus d'ailleurs, des ministres même en fonction, en exercice, sont venus en Côte d'Ivoire, de la Centrafrique et d'autres pays. Et nous avons discuté, et c'est là que j'ai été élu, à la tête. Voilà ce que je veux vous dire. Sauf que, on a un problème aujourd'hui. Et considéré comme panafricanisme, celui qui dit que la France est vilaine, celui qui dit que... Alors que lui, quand il parle, il est en France. Hein. Celui qui critique tout le monde, et il bénéficie d'un pays, mais va-tu-toi au pays. Moi, je suis en Côte d'Ivoire.
En fait, donc vous pensez... Moi, je suis en Côte d'Ivoire. En fait, pour vous, c'est... Vous êtes assis ici. Non, vous bénéficiez des allocations d'un pays que vous dites qui n'est pas... Allez chez vous. Et puis venez, on va mener le combat. Non, mais monsieur le ministre, c'est... Venez. Non, attends. Non, affrontez le danger. Quels sont ces politiciens que vous voulez être? Quels sont ces révolutionnaires que vous voulez être qui n'ont pas de cicatrices? Monsieur le ministre, en fait... Et vous êtes les premiers à crier sur les gens. Monsieur le ministre, c'est très intéressant. Vous croyez que la révolution, c'est à travers seulement je souhaite que, je voudrais que... C'est rapidement. Oui, monsieur le ministre, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on entend souvent cette expression que beaucoup de populations, par exemple, d'origine africaine, ont tendance, effectivement, à même dénoncer, par exemple, la France étant en France, et vaut mieux que ces populations rentrent chez elles. Mais vous aviez fait le Ghana, par exemple, Kwame Nkrumah, qui dénonçait déjà le capitalisme, qui luttait pour le panafricanisme, a commencé dans les pays européens et déjà étant aux États-Unis. Est-ce que vous ne reprenez pas, en fait, un dicton de la rue? Est-ce que... Ah non. Mais Kwame Nkrumah, c'est vrai qu'il est à Manchester et qu'à partir de là, il a dénoncé l'esclavage, la manière dont la colonisation. Mais après, il est allé au Ghana. Tout à fait. Et puis, lui, il n'était pas juste assis là. Les gens, ils font tout et ils évitent leur pays. Je dis, venez en Afrique. Che Guevara, il quittait là où il fallait. Et il allait jusqu'au Congo, auprès des révolutionnaires congolais. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faisait le tour. Il était un vagabond du combat, de la décolonisation de l'Afrique. Mais et les autres? Parce qu'eux, ils voient le mal partout. Mon problème, c'est que, oui, l'Afrique doit tirer les leçons de son passé et transformer le passé en avenir. Mais c'est avec nous tous. Mais toi, tu es à l'aise. Tu es dans ton salon feutré. Ta femme a fait ton placali à Paris, tu as fini de manger. Tu es rassasié, tu grattes ton ventre. Et c'est toi qui vois les traites partout. Ça me pose un problème. Moi, par exemple, M. Nsa, quand j'ai obtenu mon passeport, avant que j'ai obtenu mon passeport, mes camarades se sont réunis en Europe. Ils ont dit non, on va prendre un avocat pour toi, tu as demandé l'asile dans tel ou tel pays. Il dit, c'est pas moi ça. Ce n'est pas moi ça. La CPI me demande, tu veux aller où? On me propose des pays. J'ai dit non, moi je veux aller en Côte d'Ivoire. On me dit, mais si tu veux, on te met en prison. J'ai dit, qu'à cela ne tienne. Mais c'est ça. Quand je partais en Côte d'Ivoire, le 26 novembre 2022, je n'étais ni gracié, ni amnistié. Donc je partais là, dans l'inconnu. Quand j'arrive au Ghana, avec ma délégation, eux tous présentent leur passeport. Quand je présente le mien, il y a un signalement dans l'ordinateur. On me met aux arrêts là. Là, quand je partais en Côte d'Ivoire. On vous a mis aux arrêts? On m'a mis aux arrêts là, on ne m'a pas menotté. Voilà, on m'a mis dans une petite cellule. Et heureusement que j'avais prévu ça. J'ai dit à Maître Ndri et à Maître Kadji, vous me trouvez au Ghana, s'il vous plaît. Donc, il nous faut que porter l'Europe. Il y a un problème. Il dit oui. M. Blé Goudé, il y a un mandat d'arrêt contre vous. Imaginez dans quel état je vais me trouver. Là. Moi qui avais tout préparé pour rentrer chez moi. J'ai couru ce risque. Et puis après, bon, je dis c'est en quelle année? Il dit en 2018. Il dit mais on ne peut pas lancer un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui était en prison en 2018. C'est pas juste. Il dit mais les autorités de votre pays disent si on vous arrête là, qu'on vous conduise en Côte d'Ivoire. Il dit je suis en train de partir en Côte d'Ivoire. Vous pouvez me faire cette économie puis si je suis en train de partir. Vous n'avez pas eu à appeler une autorité? Non, j'arrive. Donc je dis, c'est Claude Saï qui était c'était l'intermédiaire pour vous et moi. Donc je l'appelle. Nous, à la FECI, on l'appelle l'enfant mystère. Il a été représentant de la FECI à l'ENS. Ah, d'accord. Donc je dis, mais l'enfant mystère, c'est quelle histoire ça? Il dit comment? Il dit, mais tu m'as piégé. Il dit comment? Il dit, mais je suis aux arrêts au moment où je n'étais pas au Ghana. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, oui, on me dit qu'il y a un mandat d'arrêt contre moi, émis depuis 2018. Et là, il me dit, non, mais ça, c'est un vieux palabre. J'ai dit, mais donc, il faut le dire, il faut actualiser le palabre. Donc, c'est comme ça. Et donc, vous dites que j'ai pris tous ces risques. Non, mais et je suis arrivé à Abidjan, on pouvait m'arrêter là, à l'aéroport. Savez-vous que quand je venais à Abidjan, il y avait quand même les garanties de la part de Claude Saï, donc c'est pour cela que vous êtes entré. Ce n'est pas que vous êtes levé comme ça, en n'ayant pas de garantie. Ça pouvait être aussi un piège. Au pays. Toi, tu sais ce qu'on appelle les pièges? Vous savez ce qu'on appelle les pièges? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les pièges? Mais vous avez eu quand même des garanties de la part de Claude Saï. Oui, c'est ça que je parle. Est-ce que ça a empêché qu'au Ghana, on m'empêche de passer là? Non, mais justement. Je vais vous dire que je pourrais dire non. Tant que moi, je n'ai pas une garantie écrite, tant que je ne suis pas amnistié, puisque le président Gbagbo est gracié, le président Gbagbo est amnistié, tant que ce n'est pas le cas, je ne peux pas partir d'un pays où je suis condamné à 20 ans. Mais je suis allé. C'est ça que je vais vous dire. Il y a des moments et il y a des risques qu'il faut courir. C'est ce que j'ai fait. Mais on ne peut pas être ici à Paris, ou à Londres, ou je ne sais pas où, et puis jouer les champions de la révolution africaine,
Alors que soi-même, dans son pays, on ne peut pas aller combattre. Venez avec nous, on va transformer l'Afrique. C'est un appel que je vous lance. Un appel pressant que moi je vous lance. Moi, je vous lance un appel. Venez, on va transformer l'Afrique. On lance les appels depuis les questions d'actualité africaine pour terminer. Maître Ben Luther, s'il vous plaît. Oui, il nous reste merci Carlyle. Monsieur le ministre, vous êtes, vous le dites vous-même, une figure emblématique du panafricanisme, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, le panafricanisme. Est-ce une théorie anti-occidentale ou c'est une théorie qui consiste à refuser de l'aide de l'Occident pour tendre la main vers d'autres pays comme la Russie ou la Chine, pardon. Mais qu'à cela ne tienne, monsieur le ministre. Vous en faites pas, je suis là. Ok. Allez-y, on met des prolongations la régie. Ouais, allez-y. Ok. Aujourd'hui, il y a un pays en Afrique, notamment en Afrique en Afrique centrale, qui s'appelle la RDC, qui est attaqué à l'est par un autre pays, qui est agressé par un autre pays, le Rwanda, dont on se souvient même le président, donc Paul Kagame, qui à un moment donné s'était hissé comme un véritable panafricain, mais qui aujourd'hui, depuis 30 ans d'ailleurs, agresse un pays voisin. Est-ce que quand on voit tout cela, on peut croire aujourd'hui que le panafricanisme est une réalité ou c'est véritablement une utopie? D'accord. Alors pour moi, il faut quitter les Afriques pour vivre dans l'Afrique. C'est-à-dire nous donner un cadre normatif commun. Un marché commun. J'arrive. Et qu'il faut quitter seulement le cadre théorique. Kagame estime qu'il y a des combattants Hutus qui ont traversé la frontière et qui sont entrés de l'autre côté de la frontière et qui représentent un danger pour lui. Comment diplomatiquement il règle cette question avec son homologue de la RDC? Tout ne se règle pas par les armes. Parce que c'est ça le fond du problème en fait. Il estime que ceux qui sont de l'autre côté, qui ont quitté donc, le Rwanda et qui sont à RDC représentent un danger pour son pays. C'est sur ça qui se fonde. Moi je pense qu'il faut s'asseoir pour régler ça. J'en sais beaucoup parce que j'avais pour voisin Thomas Lubanga, qui était un combattant en Uturi, à Bunia. J'avais pour voisin, j'aimais Katanga. Ce qui s'est passé à la CPI, c'était quand même un peu bizarre. C'est-à-dire, eux, d'un côté, et l'autre côté, les Jean-Pierre Bemba, mais qui étaient opposés à eux, à RDC. Et nous voici voisins, du coup, à la CPI, et on oublie de devenir amis et frères. Je pense que la question de la RDC me préoccupe. Un pays qui est vachement riche dans son sous-sol, mais qui fait partie de l'un des pays les plus pauvres de la planète. Ce contraste-là me dérange un peu. Et puis, ces conflits-là sont attirés par quoi? Est-ce que les raisons officielles avancées sont les vraies raisons? Ou alors est-ce que c'est le sous-sol congolais qui attire? Il faut courageusement régler cette question. Mais cela n'a rien à voir avec le panafricanisme. Voilà, cela n'a rien à voir avec le panafricanisme. Le panafricanisme que nous demandons, ce n'est pas un panafricanisme de rejet. En tout cas, l'organisation à la tête de laquelle moi je suis, nous ne menons pas un panafricanisme de rejet. Nous sommes dans un monde aujourd'hui globalisé. Donc on peut interagir en protégeant les intérêts des uns et des autres. Et comprendre que 1960, ce n'est pas 2026. Les besoins évoluent. Maître, s'il vous plaît, vous évoquez le cadre Maître, s'il vous plaît, je vous donne la parole. Vous évoquez le cadre d'un cadre normatif africain. Donc, c'est-à-dire que pour vous, le fait de discuter à Washington pour régler cette crise, ce n'est pas la bonne solution. Mais ce n'est même pas sérieux, ce n'est même pas respectable, ce n'est même pas digne, c'est honteux. Vous avez une fois vu un conflit européen, occidental qu'on règle au Ghana ou qu'on règle à Abidjan? Je ne sais pas pourquoi on est toujours prêt à aller jouer les bébés. Ce biberonisme politique-là, il faut l'arrêter. Et cela dépend de la conscience, la responsabilité qui engage nos leaders, l'élite africaine. Pourquoi pour régler un problème en RDC, on ne va pas en Gambie, on ne va pas au Sénégal, on ne vient pas à Abidjan, mais on va jusqu'à New York. Et le gars vous dit clairement dans les yeux que c'est votre sous-sol qui l'intéresse. Il vous le dit, sur les tables il le dit.
Monsieur le ministre, je partage peut-être ce constat, mais il est également à noter qu'il y a eu beaucoup d'initiatives africaines qui ont été prises pour régler notamment cette situation. Mais les acteurs en présence, et notamment le Rwanda, qui, on le rappelle, avait boycotté la rencontre qui avait été organisée par le président angolais le 15 décembre 2024, qui aurait pu aboutir à une solution, à une issue favorable pour régler cette crise. Est-ce que cela aussi dénote le fait que entre nous, Africains, ou entre ces chefs d'État africains, il y a un véritable déficit de confiance? Mais maître, il y a même plus que ça au-delà des leaders. L'idée qui est répandue en Afrique, et le constat que moi je fais, parce qu'en Afrique, il y a un manque d'estime de soi. Un manque d'estime de ce qu'on a et un manque d'estime de ce qu'on est. On a évolué dans un système qui nous a fait croire que le meilleur est ailleurs. C'est avec cette mentalité-là qu'on a grandi. Maintenant, notre génération doit mettre fin à cela. Un mécanisme de sensibilisation, d'éducation citoyenne qu'on met en place. Les observateurs sérieux de la vie politique et même économique dans le monde estiment et considèrent l'Afrique comme le continent de l'avenir. Tout le monde croit en l'Afrique, sauf les Africains eux-mêmes. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est un sous-sol riche. Mais il ne suffit pas d'avoir un sous-sol riche. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu valorises cela? L'Europe, l'Occident, l'Europe, c'est 700 millions d'habitants. Donc nous, on a le double. Vous allez me dire, mais pourquoi il parle de population? Mais c'est ce qu'on appelle le marché. Il faut maintenant donner un pouvoir d'achat. Il faut donner des règlements. Tu ne peux pas te servir de l'Allemagne pour affaiblir la France. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont un cadre normatif qui les regroupe à Bruxelles. Nous, prends le cas, demande à un de tes cousins, prends le cas d'Abidjan pour aller au Togo. Vous arrivez, vous allez descendre à la frontière là. Oui. Il y a un sceau qui est quelque part où chacun doit déposer soit 3 000 francs, soit 4 000 francs. C'est pourquoi? La seule frontière où on ne prend pas d'argent, c'est au niveau de Togo. Tu vas au niveau du Bénin, c'est la même chose. Et ça continue. Pourquoi? On escroque nos populations. Alors qu'on est dans une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle CEDEAO. À quoi ça sert? Prends ton véhicule ici, de Paris. Mais c'est seulement une pancarte qui te dit que tu es à Bruxelles. Après, c'est une pancarte qui te dit que tu es en Hollande. Ça, c'est la vraie union. Et donc, ça ne sert à rien de se retrouver pour faire les grandes déclarations, alors que le peuple pour lequel on est élu souffre. Voilà mon point de vue. Et c'est à cela qu'il faut travailler. Parlons du Sénégal, maître. C'est la vraie union qui est là. Non, maître, désolé, mais on parle du Sénégal. Parlons du Sénégal. Merci beaucoup, Chabou, d'avoir réagi à ce sujet. On a appris hier, mardi, ce lundi, que ce lundi 1er juin, que le PASTEF, le parti du président de la République, ne participera pas au gouvernement. Est-ce qu'on est passé du duo au duel est-ce que Ousmane Sonko est devenu, est passé de Premier ministre à premier opposant de son pays? Parce que je rappelle que vous avez affirmé dans une vidéo, dans votre vidéo, vous avez fait pour répondre à ceux qui vous avaient tagué sur cette pseudo-division-là. Vous aviez dit que ce n'était pas en quelque sorte une division, que c'est juste qu'il ne s'était pas... D'accord. Il faut situer le contexte, toujours. D'abord, le Sénégal est un modèle de démocratie. Donc tous ceux qui parlent là ne peuvent pas faire des leçons au Sénégal. Et il faut que ça, on soit d'abord d'accord sur cette base. Ça fait près de 2 semaines, 3 semaines que cette crise-là a éclaté. Mais elle était latente. Est-ce que vous voyez la violence au Sénégal? Est-ce que vous voyez une course-poursuite au Sénégal? Est-ce que vous voyez les partisans d'Ousmane Sonko en train d'aller poursuivre les partisans de Diomaye? Ça, d'abord, c'est un acquis qu'il faut préserver. Mais quand je dis, c'est parce que le PASTEF est au pouvoir aujourd'hui que se pose la question des divergences de la gestion du pouvoir. Parce qu'il ne peut pas avoir de divergences de gestion d'un pouvoir sur un pouvoir qu'on n'a pas. Il fallait d'abord l'obtenir.
Mais l'obtenir, par qui? Par un parti politique qui a été dissous. PASTEF a été dissous le 31 juillet 2023. Voilà le contexte dans lequel ce parti se trouvait. Diomaye ne prend pas le pouvoir au nom de PASTEF, juridiquement parlant. Juridiquement, il était le candidat d'une coalition. Diomaye président. Oui, Diomaye président. Politiquement, il était le candidat de PASTEF, qui n'existait plus juridiquement. Mais c'est cette stratégie-là qui a mis Diomaye au pouvoir. Et c'est au nom de cette stratégie qu'ils ont eu les leviers qui a permis à Diomaye de prendre un décret pour abroger la dissolution du PASTEF. C'est d'abord un gain que PASTEF a eu. Donc on ne peut pas me dire que cette stratégie-là a échoué. Elle permet à PASTEF d'avoir le pouvoir. Elle permet à PASTEF de retrouver son statut juridique. Elle permet à PASTEF de faire en sorte que le jeu démocratique ne soit pas pris en otage par l'ancien régime de Macky Sall. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Est-ce qu'au moins on est d'accord sur ça? Mais vous parliez de contexte. Maintenant, mais bien sûr, c'est le contexte que je viens de situer. Le contexte ivoirien, vous-même, vous l'avez dit. C'est le contexte sénégalais que je viens. C'est le contexte sénégalais que moi je viens de situer. Et il faut saluer le peuple sénégalais, qui est un peuple démocratiquement mature. Il faut saluer ceux qui sont là et qui dirigent les institutions sénégalaises, qui peuvent même dire non à un chef d'État. Ouais. Parce que n'oublions pas que Macky Sall voulait reporter les élections. Le Conseil constitutionnel a dit non. Il faut d'abord saluer ça. Maintenant, ceux qui se réjouissent, parce qu'eux, ils avaient dit que le plan B était mauvais, et moi je disais que c'était bon, mais ils se trompent. Le plan B, là, voilà les effets que ça a produit. Le plan B a permis de redonner à PASTEF sa situation, son statut juridique. A permis à PASTEF d'être au pouvoir. Si on se met ensemble, on peut aller loin. Si on travaille en équipe, on peut aller loin. On ne peut pas être en équipe et puis on a un petit agence secret. Nos égos, si on ne l'était pas, notre pays ne va pas aller loin. C'est ce que je dis aux Ivoiriens. La CEI, moi, je l'ai combattu. Même tout récemment, le 31 avril dernier, quand j'ai été invité à un panel organisé par Bloomfield, on était là, tous les diplomates étaient là. Je dis que la CEI, sous cette forme-là, ne peut pas régler les crises ivoiriennes. Aujourd'hui, la CEI est dissoute. On est maintenant à un stade où on va savoir quel est le format qu'on nous présente. Mais cette CEI-là, sous elle, je ne l'applaudis pas. Qui est le député maire du plateau? Il est PDCI RTA. C'est Jacques Ewo. Ouais. Il était opposé à qui en 2020? Il était opposé à qui en 2015? Il était opposé en 2020, il était opposé, pas seulement au RHDP, ne le dis pas comme ça. Il était opposé au communicant en chef du chef de l'État. Qui est le député maire de Cocody? Il s'appelle Jean-Marc Yassé. Il était opposé à qui? Il était opposé au protocole du chef de l'État, Éric Tabar, et il a gagné. Qui est le député maire de Port-Boué? Emou Sylvestre. Il était opposé à RHDP. Et tout récemment, à Toumoudi. Alors là, je vais saluer tous les gars de Toumoudi. On dit non, on peut pas, vous ne pouvez pas gagner. Premier essai, 15 voix de différence entre Ali Ali, je crois, c'est ça? C'est ça. Et Goudou. D'accord? Oh là là. D'accord? Et Goudou. Elle conteste des élections. Elle demande une reprise. L'élection est reprise. Qui n'est pas allé à Toumoudi pour soutenir Goudou? Tout le pouvoir RHDP. Résultat, Ali Ali gagne. De 15 voix, il vient à 1600 voix de différence. Pourquoi? Parce que le PDCRDA a compris que c'est le rapport qu'on établit avec l'électeur qui est important. Le PDCI n'est pas resté dans les contestations. Le PDCI est allé convaincre les habitants de Toumoudi. Voilà comment on fait quand on veut faire la politique. On propose un projet et on convainc la population qui a confiance en vous parce que vous portez un projet dans lequel il se reconnaît. Voilà comment on fait la politique. La politique, ce n'est pas tous les soirs devant les caméras pour essayer de mettre tout le monde en palabre. D'être à la recherche avec une torche des traites. Ah, lui là, c'est un traite. Est-ce qu'on peut faire le bilan des traites? Est-ce qu'on peut faire le bilan? Qu'est-ce que ça a apporté? Ne pas un traître. Non, mon problème, ce n'est pas de prendre position entre Diomaye et Ousmane. Je comprends que le tandem là leur a permis d'avoir les résultats dont je viens de parler. Maintenant, Ousmane l'a dit hier. Il dit il y a eu des points de convergence que j'ai eu longuement au téléphone du président de la République. Déjà, il faut saluer le fait que le coup de fil n'est pas encore coupé. Il y a eu des points de convergence, mais il y a eu des points de divergence. Et donc, lui, Ousmane, il met dans la balance les points de divergence et les points
des convergences, et puis il regarde son objectif politique de 2029. Il ne faut pas oublier dans ce même cadre-là, vous aviez dit aussi lors d'une tribune que moi, je ne m'associe pas avec des gens pour faire partie, où on dit s'associer ensemble, on s'associe pour faire partie de lui, là. Vous n'êtes pas dedans. Pourtant, Sonko et puis Diomaye se sont associés pour faire partie le régime au pouvoir. Ok, j'arrive. Je dis que c'est une coalition, Diomaye président, composée des militants de PASTEF et d'autres groupements politiques alliés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis, ils ont conçu un projet qu'ils allaient porter une fois au pouvoir. Donc on porte un projet qu'on va mettre en œuvre, qu'on va réaliser pour impacter le quotidien de ceux au nom de qui on veut diriger. C'est de ça que j'ai parlé. Quand vous dites on va seulement faire partie de lui, quand il a fini, quand il est parti. Non, écoutez, il faut que je m'explique. Oui, allez-y, président. Quand je dis qu'on va faire partie de lui, là, ce n'est pas un projet. Et je n'ai pas tort. Le PDC et RDA et le RDA se sont mis ensemble pour faire partie de Gbagbo. Quand Gbagbo est parti, eux maintenant ils ont commencé à se battre entre eux. Je dis, quand on veut mettre en place une coalition, prenons le temps de mettre en place un projet commun. Quelle est notre vision sur l'agriculture? Voilà ce qu'on veut faire ensemble une fois qu'on est élu. Quelle est notre vision sur la justice? Quelle est notre vision sur l'école ivoirienne? Quelle est notre vision sur l'économie? Quel projet voulons-nous porter? Une fois qu'on a réglé tout cela, on se met ensemble. Et puis l'autre, c'est la conséquence. Le départ de l'autre est une conséquence de notre projet de société. Je veux dire par là que je n'aime pas les problèmes des personnes. Je vais expliquer sur ce plateau-là. Et vous avez bien fait de me poser cette question. C'est ce que je veux dire. Okay. On a fait un système où on a affaire à une personne. Est-ce que Talon n'est pas parti? Si. Mais qui est au pouvoir au Bénin? Voilà. C'est Talon. C'est-à-dire son équipe. Il n'a plus le temps de préparer. Non, le système est là. La personne est partie. C'est la différence qu'il faut faire entre le combat contre les personnes et le combat contre un système. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Quand Bongo est parti, c'est Bongo fils qui était au pouvoir. Quand Kabila est parti, c'est Kabila fils qui était au pouvoir. En fait, c'est de ça que je veux parler. Tant qu'on n'a pas compris que c'est un système qu'on change, ce n'est pas un homme qu'on change, en ce moment-là, c'est qu'on n'a rien compris de la politique. Non, moi je pense que ceux qui vous reprennent là-dessus, Mais vous-même, vous les rencontrez vous-même? Sur les réseaux. Mais vous n'allez pas transformer ce plateau-là en grain. Non, mais en fait, non. Vous n'allez pas transformer le plateau en grain. Parce que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas sourcé. Non, en fait, je dis sur les réseaux, c'est une façon de parler, mais... Non, ce n'est pas une façon de parler. C'est là même où vous prenez c'est la source qui est là. Terminé. Oui, donc en fait, le truc c'est que Ousmane Sonko et puis Diomaye, ils se sont associés pour mettre en place un projet. Aujourd'hui, là, ils sont en désaccord sur l'exécution de ce projet-là. Vous voyez, donc le simple fait même de faire une coalition pour se mettre en place et pour mettre en place un projet, on peut aussi buter. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que comment on appelle ça? C'est-à-dire que la coalition que vous avez demandé, par exemple, à former, en ayant pour socle la mise en place d'un projet viable, pour moi, c'était un peu complexe, vu l'urgence. On avait les élections qui approchaient, on avait des partis politiques qui généralement c'est-à-dire ont des idéaux, je dirais, différents. Et s'associer pour mettre en place un projet assez rapidement qui allait être viable, pour moi, c'était compliqué. C'est pour cela que déjà... Mes chers amis, on peut faire du benchmarking politique. À partir de ce qui s'est passé au Sénégal, quelles leçons tirer pour anticiper prochainement. Voilà. Donc, il ne faut pas remettre en cause le plan B. Mais le plan B prévoit qu'il peut y avoir des divergences devant. Comment on les anticipe? Diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est prévoir. Un dirigeant se laisse surprendre, n'est pas un dirigeant. Vous devez mettre en place le plan. Insa, la dernière question de l'émission, allez-y. Alors, je vais aller... Je vais concentrer, hein, je vais vraiment concentrer. Allez-y. D'accord, monsieur le ministre, ce que nous allons faire, on va faire un exercice comme tout à l'heure, mais très rapide. Alors, je vais sur un point. À l'époque, quand vous étiez en fait le leader de la galaxie patriotique, on entendait souvent dire que en fait que la France, les bases militaires françaises n'étaient pas là pour le bonheur des Ivoiriens. Alors, je me rappelle, à votre retour à Abidjan, votre première conférence de presse, je crois que c'était au plateau, si je ne m'abuse, vous aviez une conférence de presse, hein, oui, effectivement. 11 janvier. Voilà. Et vous aviez... À 11h11. Bah, voilà, merci pour la précision du timing. Au Pullman. Non.
à la maison de la presse. Ah oui, maison de la presse, autant pour moi. Mais c'était au plateau. Hein. Oui. Voilà. Et il y a un journaliste qui posait des questions. Lors de cet échange, vous aviez même évoqué la jeunesse du président Emmanuel Macron. Et vous aviez évoqué aussi votre jeunesse, qu'il était possible, en fait, et qu'aujourd'hui, on pouvait décloisonner, en fait, d'accord, ces barrières-là entre Paris et Abidjan, comme ce n'était pas le cas à l'époque avec Chirac ou Sarkozy. Vous avez dit, et le journaliste vous a posé une question importante sur la fermeture des bases militaires françaises. Vous avez botté en touche, vous avez dit, limite, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Les gens ont rigolé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les populations qui sont, d'accord, dans certains pays, qui parlent toujours de cette France-Afrique qui planerait de façon suspecte sur la politique de certains gouvernements, est-ce que vous... C'est censé être concentré, hein. Allez-y, président. On termine. Allez-y. On y est presque. Bon, c'est dommage, il m'a coupé parce que je vais m'arrêter sur cette question, parce qu'il y avait d'autres questions quand même importantes. Quand je vais répondre, voilà, alors ce parfum-là, d'accord, de France-Afrique, de mystère qui existera encore dans nos palais et autres, est-ce que vous, monsieur le ministre Charles Blé Goudé, ou le futur président Charles Blé Goudé, est-ce que vous assumerez, d'accord, de ne pas être dans ces canevas-là, dans ces circuits-là? D'accord, j'estime que les accords qui ont été signés en 1960 ne sont plus d'actualité. Ceux avec qui la France avait signé ces accords, ils sont morts pour la plupart. D'accord. Les besoins ont évolué. La mentalité a évolué. Je ne parle pas de rupture, parce que nous vivons dans un monde globalisé aujourd'hui. Il faut faire en sorte de mettre de côté là, et je suis content que il y a quelques jours, je crois que c'est lundi passé, le code noir a été abrogé ici en France et parti par la nouvelle classe qui est là. Parce que ce n'est plus de nos jours. Ce code qui avait chosifié les autres. Donc ce que la France doit faire aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il y a une jeunesse ivoirienne, une jeunesse africaine, qui voit les choses autrement, qui comprend qu'il faut rentrer dans un partenariat gagnant-gagnant et qu'on n'est plus là pour un maître et puis un sujet. Ça, je ne tergiverse pas sur ces position de principe. Je vous l'ai dit toujours. Deuxièmement, pour moi, les bases françaises n'ont pas raison d'être en Afrique. Quand on met en place une armée, c'est pour protéger ses concitoyens à ses frontières. Maintenant, est-ce qu'il y a des accords? Avant, les bases françaises étaient là pour protéger les pouvoirs des dictateurs en cas de soulèvement des populations. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Par exemple, là, il y a un camp militaire, que moi j'ai vu une base militaire en Allemagne. Mais ça date. Mais c'est toujours là. Oui. Je suis même passé à côté avant-hier. C'est à Drexel. Oui, tout à fait. Je suis passé à côté. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que la France comprenne que ça c'est derrière nous. Parce que si la France ne s'adapte pas, elle aura toujours en face une opinion hostile qui ne comprend pas cette présence-là. Bon, je salue qu'Abidjan, la base, a été rebaptisée ou elle n'existe plus, mais en tout cas, ce n'est plus le 43e Bima. Il faut aller plus loin. D'accord. Et puis, faire en sorte que ce symbole-là, qui symbolise la colonisation, qui symbolise un envahissement, qui symbolise le tutorat, il faut s'en débarrasser. Ça ne va pas empêcher la France d'avoir des rapports économiques, des accords économiques avec les pays africains. Mais il faut le comprendre. Telle est ma position. Mais quand je dis je ne veux pas de problème, vous voyez, c'était de la communication décalée, hein, je voulais juste un peu dire, allons-y. Ok, exceptionnellement. Rapidement, je cite un nom, vous me dites ce que vous pensez. Henri Colomb-Bédier. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un président que je n'ai pas connu tôt. D'accord. Que j'ai malheureusement connu dans un moment de difficulté, qui m'a beaucoup assisté dans l'attente de mon passeport, alors que j'étais beaucoup plus opposé à lui. Et Dieu merci, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer quand je suis allé en Côte d'Ivoire. Il m'a reçu, il m'a bien reçu comme un père reçoit un fils, et j'ai eu l'occasion de l'aplanir. C'est pourquoi j'ai tenu à être à ses obsèques. Guy Robert, l'avez-vous rencontré? L'aviez-vous soutenu à un moment? Non. D'abord, j'arrive. J'ai appris, par médias interposés, que moi, Charles Blé Goudé, j'aurais battu campagne pour le personnel Guy Robert. Monsieur Nissa, j'avais 2 invitations sur ma table, à la veille des élections de 2000. Une invitation du candidat Guy Robert, une invitation du candidat Gbagbo Laurent. Vous savez, à la FECI, on ne décide pas comme ça. Je réunis mon bureau, on décide ensemble de soutenir Gbagbo Laurent, qui est de gauche comme nous. On ne peut pas soutenir un civil. Entre faire en sorte que... Un militaire, vous voulez dire? Un militaire. Sorry. Entre faire en sorte que la transition militaire ne soit pas gênée
pour qu'elle aboutisse à des élections, c'est différent de soutenir le candidat. Parce que le militaire, s'il s'énerve et il bloque le pouvoir, les partis politiques sont dissous, tous les opposants sont en exil, il fallait éviter ça. Donc, Guy Robert a conduit cette transition, et il a bien conduite, jusqu'à ce qu'il organise les élections en moins de 6 mois. Il faut saluer sa mémoire. Il faut saluer sa mémoire. Ce n'est pas tous les militaires qui le font, et on le voit en Afrique. Il avait de l'affection pour vous? Oui, jusqu'à ce que on s'approche des élections. Et donc, moi, j'ai soutenu à l'Hôtel Ivoire, à la veille des élections, le candidat Gbagbo Laurent rencontre la jeunesse à l'Hôtel Ivoire. Alors que le même jour, le candidat Guy Robert m'avait invité, j'ai refusé d'y aller, et je suis allé à l'Hôtel Ivoire. Et là, je pense que tous les acteurs sont en vie. J'appelle la jeunesse scolaire et estudiantine à voter le candidat Gbagbo Laurent. De là, nous faisons une marche pour aller jusqu'au dernier meeting de Gbagbo Laurent à Yopougon. Donc, à quel moment il soutient Guy Robert? Ce n'est pas vrai. Soro Guillaume, ennemi ou ami? Il fut un temps. Non, adversaire politique. Adversaire. Pas ennemi. Guillaume Soro ne peut pas être mon ennemi parce qu'on a une histoire. Destin croisé? Je ne sais pas, je laisse l'opinion le dire, mais on a une histoire. C'est toujours votre ami aussi. On a une histoire commune qui est estudiantine où on était engagé pour les étudiants et autres pour la démocratie. Maintenant, après lui, il a pris les armes, ce qui n'est pas mon chemin. Donc, nos chemins se sont séparés à partir de là. Mais je plaide toujours pour qu'un jour, il puisse aucun contact en Côte d'Ivoire. Moi, je plaide toujours pour qu'il puisse... Aucun contact entre vous depuis? Non, pour plusieurs raisons. Pas parce que je ne veux pas le voir ou que je ne veux pas l'entendre. La preuve, quand j'étais à La Haye, qu'il était encore en liberté, il a demandé à me voir. Et je l'ai reçu. Je l'ai reçu parce que... Et depuis cette rencontre, plus de contact? Et depuis cette rencontre, plus de contact. Parce que d'abord, il est en exil, il est en clandestinité. Moi, je ne veux pas qu'on passe par moi pour lui faire du mal. Malheureusement, le temps nous est imparti, monsieur le ministre. Un dernier message pour le président Laurent Gbagbo. Et vous avez la caméra en face de vous. Est-ce que vous souhaitez bien laisser un message? Le président Laurent Gbagbo. C'est toi qui diriges l'émission? Je pose la question là. Non, mais tu diriges pas. Je suis en train de terminer. Il dit que c'est son dernier message. C'est mon dernier message. Est-ce qu'il peut, c'est son mentor? Parce que depuis le début, il affirme qu'il est son mentor. Bon, voilà. Je précise que je suis en vacances en principe. Et c'est mon joker. Non. D'accord. Donc, je te défends un peu. Il fallait que je termine par là parce qu'il a indiqué à plusieurs reprises c'est son mentor. Oui, tu peux terminer par là. Je ne peux pas terminer. Je n'ai pas terminé l'émission. Allez-y, président. Bon, monsieur le ministre, allez-y avant que on termine l'émission. Non, mais moi j'aime bien cette émission. Elle est décontractée et puis voilà. J'aime bien. Ben Luther qui n'est pas content. Bon, alors, ce que moi je peux dire, il y a plusieurs fois on me pose ces questions. Moi je souffre de ne pas rencontrer le président Gbagbo. Je ne peux pas le cacher. C'est quelqu'un avec qui j'ai souffert. Et lui-même il sait ce que c'est que la Cour pénale internationale. On a vécu ces moments ensemble. Mais au-delà de la Cour pénale internationale, au moment où il était au pouvoir, les moments de difficulté, on les a vécus ensemble, on les a partagés. Et des gens disent, oui, Gbagbo l'a payé, c'est pourquoi il a fait les meetings, c'est pourquoi... Dites-moi, combien coûte la mort? C'est-à-dire, qui achète la mort pour mourir? Face à des chars. Oui, c'est les militaires qui l'ont protégé. Mais en 2004, les militaires même enlevaient leur tenue pour être en civil. Parce que la France tirait sur tout ce qui était militaire. Ça, c'est notre histoire. Mais le reste, je pense que je vis mal le fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas le voir. Je le dis. J'ai touché les parents de Yibéroua pour chercher à le voir. J'ai touché les parents de Gagnoua pour le voir. Il leur a dit qu'il me recevrait au moment opportun et que je ne lui ai rien fait. En tout cas, c'est ce qui m'a été rapporté par le chef départemental Bouga Sivori. Donc, je suis le produit de la patience. Donc, j'attends toujours. Sauf que l'attente devient un peu longue, quoi. Donc, moi, je veux le voir. Moi, je veux échanger avec lui. Et moi, je ne serai jamais son ennemi. Je ne serai jamais son ennemi. Et je ne serai pas de ceux qui vont le couler. Merci beaucoup, président Charles Legoté. Mais est-ce possible de vous laisser partir sans qu'on puisse vous soumettre à cet exercice qui vous est particulier? On va faire un dernier tour de table de proverbes pour chacun. Alors, on commence par Jean-Yves. On commence par toi. Président, quand ça va chez les trucs là, oui, ça va chez Molière là, c'est bon. On commence par ça. C'est pas qui dirige? Non, c'est... Moi, si tu me donnes la main, je prends. Si tu cèdes toujours ta chaise aux gens, ne te plains pas lorsqu'on te demandera de t'arrêter. Tout le temps, toi, tu viens, tu dis, prenez ma chaise. Le jour où on vient, puis on dit, arrête aujourd'hui, faut pas te plaindre. Ça. Non, on va faire comme ça. Ah d'accord, non, président. Voilà. Quand tu rends visite au rat palmis, attends-toi à manger la graine.
Jean-Paul Leroux. Donc, quand vous venez ici, il savait que vous allez me cuisiner. Il y a un proverbe sénoufo qui dit si tu es mon ennemi, reste mon ennemi même le jour de ma mort. Président, Ça, il y a eu c'est- ça, les taux c'est- de les ça, c'est- Mais ça, nous, la c'est- terre est punie, Un truc guéri. Ça dormait. C'est le domaine, ça. Insa. hein, un vieillard. Bon, Insa. Inon, il va Un répondre. vieillard, François. un vieillard qui a pour ami le singe ne craint pas que sa canne soit bloquée dans les branches de l'arbre. Aïe. Puisque son ami va lui apporter ça. Bon, moi, je vais prendre, c'est plutôt un proverbe urbain, abidjanais. Donc c'est une citation. Non, c'est un proverbe. Ouais, bon, je ne sais pas si c'est une citation. Insa, faut donner le proverbe. Est-ce que, ils disent, est-ce que pied dans poche? Attends, on dit quoi? Est-ce que pied dans poche? Est-ce que pied est dans la poche? Pied n'est jamais dans la poche. Mettre bel Luther. Un peu congolais pour nous, s'il vous plaît. Un peu congolais pour finir. Il y a un proverbe congolais qui dit